Ça y est, en Ligue 1 et en Ligue 2, eh bien, tous les clubs sont fixés. Les dernières cartes ont été distribuées ce week-end. Dans l'élite, eh bien, le Sporting Club de Gagnoa s'est assuré sa qualification pour la Coupe de la Confédération. Et pendant que l'AS Denguélé retrouvait la lumière de la Ligue 1, après plusieurs années à végéter dans l'antichambre, eh bien, on va en parler ensemble avec la team. Alors, messieurs, commençons par le Sporting Club qui a décroché donc son billet pour la Coupe CAF, malgré une défaite 0-2 face à la SEC. Est-ce que c'est un couronnement logique pour le Sporting? Ballot. Bien sûr, c'est un couronnement logique. Lorsqu'on prend tout simplement les dirigeants, déjà on a des dirigeants assez intéressants, assez passionnés, Youssouf Diabaté et Fadel Keita qui restent un grand nom du football local. Mais lorsqu'on arrive aussi sur le banc, on a Tablan Marcelin qui est un très très bon coach, qui travaille avec rigueur et efficacité. Et il est aidé en cela par le coach Dali, lui, qui travaille plus sur le mental des joueurs. Donc, lorsqu'on voit l'organigramme général de cette équipe du Sporting Club de Gagnoa, on remarque qu'il y a des talents à tous les échelles qui permettent à cette équipe du Sporting Club de Gagnoa d'être à ce stade-là. Sur cette deuxième place, ils étaient en concurrence avec le Football Club de San Pedro et puis l'équipe de Bafing. Bon, contrairement à ces deux équipes, je pense que Gagnoa a mieux géré un peu la fin de saison. Ils terminent deuxième, vont jouer la Coupe de la Confédération. Ils concluent d'abord sur une très belle série. Ils sont à 8 matchs avec une seule défaite, donc c'est une très belle série. Et puis, il n'y a pas longtemps, ils ont battu San Pedro, qui est un adversaire direct. Ils ont battu Lys. Ils ont battu également RCA, qui est une bonne équipe. Et puis, bon, il n'y a pas longtemps il y a très longtemps qu'ils ont perdu. Ça remonte à très longtemps leur dernière défaite face à l'équipe de la SEC. Donc, l'un mis dans l'autre, Gagnoa a fait une très belle saison. C'est une équipe qui, à mon avis, est arrivée un peu à maturité avec de très bons joueurs. C'est vrai que dans cette équipe, il y a des anciens joueurs comme Mansou, mais il y a aussi Nda Willy, etc. Bagaté Salif, le buteur de l'équipe. Donc oui, c'est une équipe de Gagnoa qui est arrivée à maturité et qui a vraiment bien géré sa fin de saison. Sans oublier que son président, Diabaté Youssouf, qui a été bombardé à la tête de la Ligue amateur, sur les derniers instants, a dégagé de très grands moyens pour mettre ces garçons dans les conditions. J'ai appris il n'y a pas longtemps que les primes de victoire sont passées du simple au double. Et tout ça donc permet à une équipe de Gagnoa qui va retrouver, heureusement pour nous, la Coupe d'Afrique avec la Coupe CAF, tout simplement parce que Gagnoa a très bien géré sa fin de saison, contrairement à ses adversaires directs sur ce titre de vice-champion de Côte d'Ivoire. Alors, 5 ans après, le Sporting donc, retrouve la scène continentale. Est-ce que vous êtes prêt à mettre une pièce quand même sur cette équipe? Parce qu'on se rappelle quand même que la dernière sortie interclub, ça ne s'était pas super bien passé. Est-ce qu'on peut y croire quand même pour cette fois-ci? Personnellement, non. Vous, non. Oui, pourquoi? non, je le dis clairement parce que, vous savez, aujourd'hui, ces coupes continentales, la fois appellent à un certain historique, à une certaine habitude. C'est vrai qu'en tant qu'Ivoirien, on pourrait être assez optimiste en se disant que Gagnoa pourrait être capable de pouvoir atteindre, pourquoi pas, la phase de poule ou même les derniers carrés de la Coupe CAF. Sauf qu'on regardera d'abord les ambitions du club pour la saison à venir. Déjà, la première des informations, c'est que Gagnoa ne pourra pas recevoir ces rencontres du côté du stade Biaka Bouda. Donc, ils risquent d'être légèrement amputés de leurs supporters. On sait que cette compétition-là, ça coûte énormément d'argent, énormément d'énergie. Quand vous êtes qualifié en compétition continentale, vous devez avoir pratiquement 2 effectifs, c'est-à-dire un pour jouer les compétitions domestiques et l'autre pour aller essayer de lutter au niveau de ces compétitions-là. Est-ce que Gagnoa a les finances nécessaires pour pouvoir batailler sur les 2 tableaux? Je dirais de prime abord non. Et je pense qu'ils vont prioriser un tant soit peu une certaine présence au niveau du championnat national, essayer d'aller chercher le titre d'abord avant de prioriser une Coupe CAF. D'accord. Vous êtes d'accord, Henri Jo? Oui, je suis entièrement d'accord avec Jean-Philippe quand on voit un peu le parcours de la SEC avec, dans cette même compétition, notamment au niveau de la Ligue des Champions, ça ne s'est pas fait. Ensuite, au niveau de la Coupe CAF, la SEC a réussi quand même à joindre la phase de poule et on sait avec autant de difficultés que cette équipe de la SEC Mimosa a pu arriver en phase de poule. Quand on voit l'équipe de Gagnoa, quand même, il y a Roger Stéphane a donné quelques noms, mais ce sont des joueurs d'un certain âge, il faut pas l'oublier. Voilà, ils ont assez d'expérience, mais est-ce que sur la scène continentale, cela va permettre à Gagnoa de pouvoir exister? Je ne pense pas. Il va falloir aussi faire un très bon recrutement. Alors, les nouveaux joueurs, est-ce que pendant les éliminatoires, ils auront, je dirais, cette harmonie dans le jeu pour permettre à l'équipe de Gagnoa de pouvoir passer ces différents tours-là avant de se qualifier pour la phase de poule? Je ne sais pas. Maintenant, ce qui est possible, c'est que Gagnoa, pour, je dirais, cette saison, peut aller essayer.
peut aller essayer. Et puis, espérer la saison prochaine conserver peut-être cette place africaine encore au niveau du championnat. Et puis repartir en Coupe d'Afrique. Mais cette saison, ça sera compliqué. Et surtout quand on voit les équipes qui participent à ces éliminatoires. Là, aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Il y a de grosses formations. Il y a de grosses formations qui sont là. Avec de grands moyens. Avec de grands moyens, bien sûr. Donc, ça va être compliqué pour cette équipe de Gagnois d'arriver en phase de groupe. Mais bon, on leur souhaite toute la chance. Hein. Voilà, on ne sait jamais aussi, c'est au foot, c'est le sport. Mais la réalité, celle que vous décrivez là, c'est la réalité. Les dernières équipes sont là en Coupe d'Afrique, ont souffert. La SOA n'a rien démontré, le RCA n'a rien démontré. Ceux la SEC, le San Pedro ont joué les phases de poule. San Pedro en 2019 a terminé 4e. Cette année, on connaît le parcours de la SEC. Et puis après, derrière, vous êtes en difficulté. Si vous n'avez pas une ardoise financière conséquente, vous ne pouvez pas aller jouer les 2 premiers tours éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Donc j'avoue que j'ai un peu peur pour le Sporting Club de Guingois. Bon, maintenant, est-ce que Youssouf Diabaté se veut ambitieux? Est-ce qu'il va trouver des moyens supplémentaires additionnels et l'effectif qu'il faut pour aller attaquer la Coupe d'Afrique? Ce sont des interrogations, mais j'avoue que j'ai peur pour le Sporting Club de Guingois. Alors, parlons de la SEC, alors, qui a réalisé une très, très belle saison et qui est l'autre représentant en Coupe africaine. Est-ce que cette belle saison réalisée par la SEC, aujourd'hui, vous donne quand même un espoir de meilleurs résultats quand même que cette année? J'ai envie de dire un infime espoir, parce que oui, effectivement, c'est une équipe qui s'est bien comportée en championnat, mais le véritable problème de la SEC dans cette Coupe africaine-là, c'était la gestion des matchs à l'extérieur. Et là, à ce niveau, on a eu un gros souci. Il va falloir que la SEC revoie un peu ce problème-là de gestion des matchs à l'extérieur, de bonnes tactiques à adapter pour pouvoir remporter les matchs. Là, je pense que ça relève de la responsabilité de Julien Chevalier, parce que lorsqu'on a vu la SEC s'écrouler face à des équipes comme Berkane, c'est vrai que c'est sur les détails, mais il y a eu quelques soucis tactiques au niveau de la gestion des matchs à l'extérieur. Donc, on espère qu'ils vont tirer les leçons de ce gros problème-là. Maintenant, partant de leur parcours de champion au niveau du championnat, à ce niveau, il y a l'apport aussi d'un garçon comme Konaté Karim qui ne sera pas là. Là aussi, ça laisse un grand vide. Donc, infime espoir, mais on reste vraiment, je veux voir en fait ce qui va se passer véritablement. Alors, quand par exemple, Julien Chevalier, la saison passée, affirmait que la SEC n'avait pas le niveau de la Ligue des Champions et que le niveau de la SEC, c'était au niveau de la Coupe de la Confédération. Voilà, on s'est dit non, il n'était pas aussi ambitieux. Maintenant, la SEC a joué la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Donc, normalement, cette saison, la SEC doit pouvoir jouer la Ligue des Champions, la phase de poule de la Ligue des Champions. Mais le problème, c'est que déjà, ceux qui ont animé cette équipe de la SEC Mimosa, notamment offensivement, vont partir. On a Konaté Karim qui est déjà parti. On a Kiaziz qui est annoncé aussi sur le départ, si peut-être ce n'est pas déjà effectué. Donc, à ce niveau-là, la SEC doit pouvoir se reconstruire. Or, quand on voit un peu l'apport de Kiaziz Stéphane dans l'équipe de la SEC, son départ peut-être va créer quelque chose de difficile à combler. Donc voilà quand même quelques difficultés que la SEC doit chercher à régler avant d'aborder cette phase de la Ligue des Champions. D'accord. Oui, Jean-Philippe? Je pense que, comme l'a si bien dit Henri Joël, la SEC a perdu Konaté Karim, ils vont perdre Kiaziz, et il y a l'autre qui avait été appelé en sélection nationale. Diakité Oumar qui était parti. Diakité Oumar. Ah, d'accord. Diakité Oumar également, qui a quitté, je dirais, Sol Béni. Ça fait déjà quand même 3 éléments, je dirais, essentiels. 3 gros éléments. 3 gros éléments. Et Julien Chevalier le disait lors d'une soirée du gala dédié au football ivoirien, ce n'est pas facile chaque saison de pouvoir remplacer qualitativement et quantitativement ses meilleurs joueurs. Il va devoir s'adapter encore à ces nouvelles arrivées. Je pense que pour ne pas tomber dans les mêmes problèmes, je dirais que les années précédentes, la SEC s'y est quand même pris assez tôt, parce qu'ils ont déjà recruté certains noms du football ivoirien qui sont déjà présents au sein du Sol Béni, qui travaillent déjà avec le groupe. Ils prennent déjà une avance pour essayer de créer une homogénéité avec les nouveaux. Il y a également des joueurs qui ont été recrutés l'année passée et qui n'ont pas été alignés, je dirais, régulièrement par l'entrée de Julien Chevalier. Il y a tout un chamboulement de l'effectif qui va devoir se faire. C'est la Champions League. La SEC a échoué d'un chouïa. On se rappelle du match mal négocié du côté de l'Algérie face au Belouizdad. Cette année, moi, je serais prêt à mettre une demi-pièce sur les jaunes et noirs. Je pense qu'ils ont la capacité quand même de pouvoir réaliser quelque chose et pourquoi pas accrocher la phase de groupe de la Ligue des Champions. Mais c'est une autre histoire. D'accord. Alors après le Stade d'Abidjan, c'est l'AS Denguélé qui a décroché son titre pour la Ligue 1. Commentaire, Roger Stéphane? Écoutez, l'AS Denguélé a fait une belle saison. Ils se sont longtemps battus avec l'équipe d'Adiaké. Les deux équipes, Denguélé a occupé, je crois, une première fois le fauteuil des leaders.
Ensuite, ils l'ont perdu au profit de l'équipe Ladiaké. Et puis, je pense qu'ils l'ont récupéré à la 20e journée pour ne plus lâcher le fauteuil des leaders. Donc, vraiment, bravo à l'équipe de l'AS Denguélé qui a fait un tournoi assez intelligent, contrairement à Diaké qui allait très fort, qui a dominé sur une bonne partie, et puis qui, vers la fin, problème de gestion, a laissé filer les bons points en ce qui concerne cette poule A. Donc, vraiment, bravo à Denguélé. Denguélé qui a duré en deuxième division. C'est une équipe de la Ligue 1 à l'époque, qui est une très belle formation et qui a un président que moi j'admire beaucoup. C'est le président Koné Aboulay, que je voulais saluer encore. Bravo, on va retrouver cette belle équipe au niveau de l'élite. Maintenant, l'élite, c'est une autre réalité, c'est un autre défi. On verra bien le comportement de la Denguélé, mais en tout cas, sur l'ensemble de la saison au niveau de la Ligue 2, oui, Denguélé a fait un très bon parcours. C'est un peu dommage pour Adiaké, qui a été coiffé sur les derniers instants. Bravo tout simplement. Pour la deuxième année consécutive. Ouais, pour l'équipe d'Adiaké. Alors, le Stade d'Abidjan, l'AS Denguélé, qui montent en Ligue 1, est-ce que finalement on peut dire que ce sont les meilleurs représentants de la Ligue 2? Bien sûr, surtout pour l'AS Denguélé. Roger Stéphane évoquait un certain nombre d'éléments. Il faut dire qu'ils ont aussi de bons joueurs. Un garçon comme Si Armand, qui a terminé plusieurs fois meilleur buteur de la Ligue 2. Donc voilà, c'est une équipe assez intéressante qui a commencé, qui était 8e. Lorsqu'on regarde le classement du milieu de championnat et qui termine champion, c'est dire que c'est une équipe qui a su se remettre en cause, qui a su aborder une nouvelle dynamique pour atteindre ce niveau-là du championnat de Ligue 2. Donc bravo à eux, c'est tout à fait mérité. D'accord, allez, on va voir tous les résultats avec vous, Henri Géaud. Oui, les résultats de la Ligue 1 ivoirienne enregistrés l'avant-dernière journée de cette Ligue 1 ivoirienne avec l'Azid Abengroui qui a battu Bouaké FC en but à 0, défaite de Lys et Sandra face au Stella 0-1. L'USC Bassam a battu le COK 3 buts à 2, match nul 1-1 entre le Racing et la Société Omnisport de l'Armée. Même score dans la rencontre AFAD US Bafing, la SEX a disposé du Sporting Club de Gagnois 2 buts à 0 et carton plein au Sol FC face à San Pedro 4 buts à 1. Voilà. C'est tout? Ouais, c'est tout. Eh bien voilà, merci beaucoup. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Et bien juste après, on parlera de la formule des montées en division supérieure proposée par la Fédération ivoirienne de football. Et ça fera l'objet de notre question LGT. Partagez-vous justement cette formule de montée arrêtée par la FIF et exprimez-vous sur la page Facebook. On vous lira et puis le téléphone sera ouvert. Donc prenez tout de suite le numéro 27 21 59 93 99. À tout de suite. La 3. Vivez les événements culturels. Africa Music Award. Allez, une soirée exceptionnelle. Vivez les événements sportifs en direct. Entrée de la surface, il accélère, il exagère, et voilà. Attention, Prémude. Afrima. Massa. FEMUA. Et bien d'autres événements culturels. La 3, c'est aussi les événements sportifs, également en direct. La Coupe d'Afrique des Nations. C'est frappé. Le coup de tonnerre avec cette frappe magistrale. Compétition interclub de la CAF. La Coupe du Monde. Et bien d'autres événements sportifs. La 3 disponible sur le canal 203 du bouquet Canal+, le numéro 3 de la TNT 740 pour StarTimes. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport et 3 fois plus de musique. C'est la troisième et dernière partie de l'émission. Encore deux gros sujets à vous proposer. Eh bien oui, on va évidemment parler de nos éléphants basketteurs qui préparent la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Ce sera tout à l'heure, mais pour l'instant, eh bien, parlons de la FIF qui fixe la formule des montées en division supérieure. Et on est là pour en parler avec la team de ce soir. Alors, si le suspense est visiblement tombé
aussi bien en Ligue 1 et en Ligue 2, eh bien, une vive polémique subsiste. Elle concerne la formule de la montée en division supérieure arrêtée par la Fédération ivoirienne de football après la décision de revoir à la hausse les clubs par échelon. Bon, si ça vous semble pas très clair, on va tout vous expliquer ici en plateau. Mais déjà, vous pouvez commencer à nous appeler. Ça y est, le téléphone est ouvert. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Eh ben, est-ce que vous partagez, est-ce que vous êtes d'accord avec la formule de montée arrêtée par la Fédération ivoirienne de football? Alors, bon, pour revenir à la montée du stade, il y a une vive contestation portée par l'Africa sur l'arbitrage du match de vendredi dernier, concernant notamment l'action du deuxième stadiste. Est-ce que cette revendication des Aiglons est légitime? Je pense que si cette revendication était portée à travers une réserve, cela voudrait dire que l'Africa se sent lésé. Et donc, à la légitimité de poser cette réserve. Maintenant, c'est de savoir quelle suite va être donnée à cette réserve par la commission compétente à trancher ce litige. Voilà. Sinon, j'estime, au vu des images qui me sont parvenues, qu'il y a quand même eu un bémol sur cette action. Maintenant, on verra ce que la commission va décider. Alors, rapidement, il faut essayer de situer un peu le contexte. C'est que sur le deuxième but du Stade Abidjan, d'abord, il y a eu un corner dans le camp de l'équipe du Stade Abidjan. Et deux joueurs au duel, un attaquant et un défenseur du Stade sont montés et le défenseur du Stade est resté au sol. Donc, dans la suite, il y a eu la contre-attaque. Sauf que pendant la contre-attaque, le banc du Stade ayant constaté le joueur qui continuait de souffrir a fait signe aux médecins qui n'ont pas attendu l'avis de l'arbitre et sont entrés sur l'aire de jeu pour aller s'occuper du joueur qui était blessé. C'est pendant ce temps que le Stade Abidjan a inscrit son deuxième but. Donc voilà un peu la situation. Maintenant, le banc de l'Africa juge qu'il y avait un corps étranger sur l'aire de jeu. Donc, ça sera à la commission de litige de trancher sur cette affaire. Est-ce que la question qu'il faut se poser, est-ce que ce corps étranger aussi interférait au niveau de... Influençait sur l'action. Influençait sur l'action, interférait sur l'action. Est-ce que cela empêchait les défenseurs de l'Africa de défendre valablement sur l'attaque du Stade Abidjan? Voilà des interrogations auxquelles peut-être la commission de litige va essayer de telle que la question est posée, la problématique est posée, elle omet un élément quand même des règles du football, de l'IFAB. Il est dit que si l'interférence est créée par un joueur dont l'équipe est en phase offensive, l'arbitre est en droit d'interrompre le jeu. C'est aussi clair que ça. C'est le joueur du stade qui était au sol et les joueurs du stade étaient en phase offensive. L'interférence ici, c'est au corps étranger. Je termine. Il y a plusieurs corps étrangers. Les médecins constituent un corps étranger. Le banc de touche du stade et rentre aussi sur la pelouse. On voit très bien sur les images l'entraîneur principal du stade qui fait une entrée sur la pelouse pour presser les médecins d'aller vers le joueur qui est au sol. Ça, c'est l'autre élément. C'est qu'il faut soulever tout simplement concernant cette interférence. Moi, je peux ne même pas considérer que l'arbitre je dirais, ait vu cette action parce qu'il était dans le feu de l'action. Mais quand même, les juges de touche, ils étaient à même de signaler à l'arbitre qu'il y avait quand même une situation qui pouvait être dramatique. Et qui n'interférait pas. Puisqu'il y a le joueur qui est en train d'avaler sa langue. Quand vous dites qu'il n'interférait pas, et si un drame était arrivé, qu'est-ce que vous allez dire? Moi, je pense que pour en revenir à cette rencontre, il est évident, au vu de ce qui s'est passé, que le stade méritait sa victoire, mais il ne faudrait pas que l'on tout simplement travestisse les règles du football pour faire plaisir à Pierre Paul. Le stade méritait sa victoire. Laissons à la commission de litige de trancher sur l'attitude du corps arbitral durant cette action. Merci. Allez, revenons à la formule de montée en division supérieure proposée par la FIF. Si on devait la résumer en quelques mots pour les téléspectateurs. Pas de descente, deux équipes qui montent. C'est-à-dire en Ligue 1, vous avez les 14 équipes qui vont rester. Il n'y aura pas de descente. Contrairement aux années précédentes où les deux derniers descendaient en Ligue 2 et prenaient les deux premiers de chaque poule pour ensuite la montée. Mais cette saison, il n'y aura pas de descente et ce sera les deux clubs de la Ligue 2, c'est les deux leaders qui vont monter pour compléter le nombre à 16 équipes. D'accord. On a M. Dao Kassoum qui nous appelle de Bouaké. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Oui, super. Alors, Monsieur Dao Kassoum, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous partagez la formule de montée arrêtée par la FIF? Moi, vraiment, je ne suis pas d'accord. D'accord. Je ne suis pas d'accord parce que le football ivoirien,
c'est un très bon. Alors, parlez plus fort, monsieur Dao, s'il vous plaît. Pour moi, je préfère que on prenne le premier et le deuxième pour la montée directement en Ligue 1. Là, en ce moment-là, on va avoir 18 clubs. Parce que le niveau de la Ligue 2 cette année était un très bon niveau. C'était un très bon niveau. On aurait dû peut-être penser à prendre le premier et le deuxième de chaque poule. Oui, bon, là ça nous ferait 18 clubs, alors que on n'en veut que 16, là, pour le coup. Donc... Oui, mais effectivement, c'est vraiment un grand pincement. Bon, d'accord. Bon, on ne peut pas refaire, réécrire les textes. On ne va pas changer. 18, c'est déjà fait. 16 annoncés dans la semaine. Je dis quand même, c'est une mesure exceptionnelle. On m'a dit provisoire pour cette saison. La fédération a validé toutes les compétitions. Elle a validé la saison. Maintenant, il y a un projet d'augmentation des équipes au niveau des différentes ligues dont les mécanismes ne sont pas encore connus. Parce qu'on va les proposer après. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, exceptionnellement, la fédération a pris une décision qui, à mon avis, peut se comprendre, même s'il y a beaucoup à dire là-dessus, mais c'est une mesure exceptionnelle pour cette saison. J'ai là le courrier devant moi en ce qui concerne la Ligue 2, par exemple. Elle dit, par conséquent, à titre exceptionnel, le championnat de Ligue 2, etc. Donc, de façon exceptionnelle pour cette saison, on a pris cette décision. Maintenant, sur ces fameux barrages et la proposition qui a été faite, bon, on peut épiloguer pendant longtemps parce qu'il y a 2 ou 3 éléments qui opposent ceux qui estiment que la fédération a pris une mauvaise décision. Et il y a les arguments, effectivement, de la Fédération de football, mais j'estime que... Bon, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce que moi je dis, on a 2 choses. D'abord, on a fixé les règles en pleine compétition. J'estime que ce n'est pas très bien. On aurait pu peut-être le faire avant ou bien attendre, mais on a vu la situation dans laquelle on est. Ensuite, certains disent qu'il y a un peu de favoritisme, parce que les clubs maintenus au niveau de la Ligue 1, que sont Korogo et Bouaké, sont des clubs très proches du président Idriss Diallo. Et d'ailleurs, Korogo... le membre d'honneur de Korogo est Malik Toé, qui est vice-président numéro 2 de la Fédération de football. Ensuite, on a maintenu quand même au niveau de la Ligue 1 des équipes d'un faible niveau, notamment Korogo, qui a eu 15 points cette saison, et c'est dramatique de voir une telle équipe en Ligue 1. Voilà pour un camp. En face de ça, vous avez l'exigence de la FIFA, sur le courrier de la Fédération, l'exigence de la FIFA, qui dit que les championnats doivent prendre fin juin, sur proposition faite par le comité de normalisation. Donc, il y a une pression, soit d'épée Damoclès, sur la Fédération ivoirienne de football. Ensuite, argument pour la Fédération, dans les cas non prévus dans les tests de la Fédération, le comité exécutif est en droit de prendre des décisions. Le comité exécutif a pris une décision parce que ce cas d'espèce, ce type n'est pas prévu dans les tests. Et puis enfin, troisièmement, moi j'estime que c'est une décision qui est simple, qui est toute simple. Parce qu'on peut dire beaucoup de choses, mais la vérité, cette décision, est-ce qu'elle a violé les tests de la Fédération? Non. Est-ce que cette décision a lésé des équipes? C'est une injustice contre des équipes? Non. Donc, dès cet instant, oui, le comité exécutif a décidé, on va se plier. Moi, j'ai milité pour le barrage. Je souhaitais les barrages, comme beaucoup. Mais la FETI a décidé, sur des décisions qui, à la vérité, n'est pas une injustice, parce que personne n'est lésé, et n'est pas contre les tests de la Fédération de football. Dès cet instant, je pense que, bon, on va rester dans la logique du comité exécutif de la Fédération de football. D'accord. Je vais prendre d'autres avis sur le plateau, mais on a monsieur Mathurin Maury qui nous appelle de Soubré. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Théa. Comment allez-vous, monsieur Mathurin? Oui, ça va, heureusement, ça va un peu. D'accord. Je salue tout le monde sur le plateau, là. D'accord. Bonsoir, monsieur Maury. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la formule de montée arrêtée par la FIFA? Bon, moi, j'avais déjà, vous vous rappelez, la fois dernière, j'en avais déjà parlé. Oui. J'ai dit que si elle, comme Roger Stéphane vient de le dire tout à l'heure, là, si on devait seulement prendre les premiers de chaque poule dans la Ligue 2, là, ça veut dire qu'on ne veut pas vraiment le développement, c'est-à-dire on ne prend pas tous les meilleurs et puis on garde les nuls dans la poule unique, c'est un peu fort quand même. Ligue 1. Ouais, on garde les nuls parce que quand on regarde tout ça là, bon, c'est un peu décevant. J'ai quelques questions à poser vers la fin et puis j'ai quelques préoccupations à donner. Mais ce n'est pas la meilleure formule, ça c'est premièrement. Deuxièmement, le jour même que l'Africa jouait contre le stade là, il y a eu la pluie là. Vous savez, il y a beaucoup de journalistes nous on est au village, on écoute la radio. Il y a Fernand Kouakou, et Brice Kouassi plutôt, qui a dit que l'Afrique a refusé de jouer, donc c'est fini. Si l'Afrique a refusé de jouer,
institution de l'adversaire, le stade. Ouais, je ne sais pas, avec Brice Kwasi, avec Fernand Kouakou, avec Mbassia Gouou, et puis je ne sais pas ce que l'Africain même leur ont fait. Ça, c'est une question que je pose. Je ne sais pas ce que l'Africain leur a fait, quoi. Parce qu'en réalité, le football ivoirien, c'est l'Africain qui l'a créé, tout le monde le sait. Ah, bon. Même si d'autres clubs sont venus maintenant après, il avait gagné en 47. D'accord. Non, mais restons sur... Oui, d'accord. On va pas refaire le match, monsieur Mathurin. Donc, mais je vais poser la question, je veux qu'ils répondent. Mais bon, ils ne sont pas là. Ça, faudra appeler à Radio Côte d'Ivoire directement. Voilà, il faut répondre à ça. Ils ne sont pas sur le plateau, malheureusement. Oui. Pour l'Africain, on ne sait pas de l'Africain, il les a fait quoi. D'accord, maintenant... Pour moi, la formule... C'est pas la bonne pour vous, c'est ça. La formule, elle n'est pas la bonne. D'accord. D'abord, l'arbitrage. Pourquoi il n'y a pas d'arbitre, on ne prend pas des arbitres ivoiriens? Les arbitres sont vraiment, ils donnent la nausée D'accord, non, restons sur la formule. Restons sur la formule, monsieur Maury, s'il vous plaît. Parce que là, c'est vrai qu'on s'égare un peu, là. Nous sommes déjà... Quand quelque chose nous fait mal, il faut qu'on le dise quand même. Je vois ça, mais c'est vrai que... Vous voyez pour vous, ce n'est pas la bonne formule. Ça, je vous le dis, parce que les deux qui restent en première division, là, ceux qui rêvent, c'est comme si c'est camaraderie. Ça dit que on ne cherche pas même la qualité du football ivoirien. D'accord. On cherche uniquement des arrangements entre eux pour faire ce qu'ils veulent. D'accord. D'accord. Si on garde les meilleurs partout. D'accord. Ça fait pitié, mais on est obligé de regarder ça comme ça. D'accord. Moi, je vais dire que quand on supporte un club, même s'il est en 4e division, 5e division, c'est son club. D'accord. On ne peut pas... Donc, c'est zéro. D'accord. Bon, on a compris. Enfin, en tout cas, vous êtes déçus. Hein, vous êtes déçus, monsieur Maury. Portez-vous bien. D'accord. Bonne soirée à vous aussi. On a bien compris. C'est un supporter de l'Africa qui s'en prend à nos confrères de Radio Côte d'Ivoire. Qui est déçu, mais c'est pas grave. D'accord. Alors, revenons, s'il vous plaît. Bon, qu'est-ce que vous pensez alors de cette décision? Avant de payer cette décision, ma chère Tia, je pense qu'il faut faire quand même la chronologie des choses. Hein. Rapidement. Oui, mais bon. Il nous reste que 6 minutes. Il faut le faire, c'est très important. Vous allez la faire en 20 secondes, allez-y. Bon, déjà, la Fédération ivoirienne de football a reçu un courrier de la FIFA depuis le 18 mai 2022. 18 mai 2022, d'après elle. Elle a organisé une assemblée générale extraordinaire le 11 juin 2022. À moins que cela nous ait échappé en tant que des médias, on n'a pas eu écho de ce courrier de la FIFA que la Fédération a reçu le 18 mai, lui donnant injonction de stopper toutes les compétitions le 30 juin 2022. Ce qui veut dire déjà à l'âge du 11 juin 2022, les membres du comité exécutif savaient déjà qu'il y avait une injonction pour terminer le championnat le 30 juin 2022. Pourquoi ils n'ont pas profité de cet âge du 11 juin pour porter l'information et donc prendre de manière discrétionnaire, puisque Roger Stéphane l'a dit, et dans un vide, c'est le comité exécutif qui tranche. Absolument. Pourquoi le 11 juin, ils n'ont pas dit directement aux différents membres, écoutez, le 30 juin prochain, la FIFA nous fait injonction d'arrêter les différentes compétitions et donc on ne pourra pas organiser de barrage au vu de, comment on appelle du timing. Du timing. Ça, pour moi, déjà, c'est, le terme peut être fort, mais c'est une espèce, pour ne pas dire que c'est, de fourberie. Premier élément. Ensuite, ils ont attendu un courrier qui a été rédigé le 23 juin 2021, la veille de la rencontre entre l'Africain et le Stade, pour le diffuser le 24 juin 2021, dès le coup de sifflet final du match entre l'Africain et le Stade. C'est une coïncidence, mais c'est une drôle de coïncidence. Vous voyez un complot? Ça, c'est vous qui le dites, mais pas moi. Démonstration c'est vous qui le dites, pas moi. Mais nous sommes libres de nous poser des questions. Ce courrier était signé le 23. Pourquoi pas une diffusion le 23? Pourquoi pas une diffusion le 24 matin? Pourquoi attendre l'issue de la rencontre Africa-Stade pour que l'ensemble de la Côte d'Ivoire se rende compte qu'il n'y aura pas de descente en Ligue 1? On doit se poser des questions. Et on nous dit, oui, que c'est un choix discrétionnaire de la Fédération. Pourtant, le 11 juin 2022, il a été notifié aux différents membres actifs que leur proposition allait être prise en compte dans la décision finale concernant le système de montée et de descente des différentes ligues. Bon, je pense qu'après avoir donné quand même les différents éléments chronologiques de ce qui s'est passé au niveau de la Fédération de football, chacun est libre de se faire une idée de ce qui s'est produit. D'autant plus que quand on regarde cette situation qui concerne directement, je dirais 4 clubs, puisqu'on a le COK Boaké qui normalement devait descendre et on a le Stade d'Enguélé qui devait monter, on a 3 clubs qui ont voté pour le comité exécutif actuel. Donc encore là, on se pose des questions. On se demande si, par exemple, on avait en queue de peloton un club comme
le liste de Sassandra et Bassam, est-ce que la fédération allait nous dire que oui, comme on doit arrêter les 30 personnes allaient descendre ou monter? Ça, c'est le gros point d'interrogation. D'autant plus que cette décision du 30 juin... c'est un procès d'intention. D'autant plus que oui, c'est un procès d'intention. Je l'assume. D'accord. Je l'assume pleinement. Je l'assume pleinement. Henri Jo. On est tous dans les interrogations. D'accord. Henri Jo. Bon, j'ai envie de savoir sur ce courrier-là, parce que je sais qu'à la date du 30 juin, demandée par la FIFA, normalement, ce sont les clubs qui participent aux compétitions africaines dont les noms doivent être donnés afin d'harmoniser au niveau du calendrier. Est-ce que cela concerne les clubs Voici notre interrogation. Non, mais laissez-moi finir. Est-ce que cela concerne les autres clubs? Parce qu'on connaît déjà le nom du champion. C'est d'après ce que le courrier dit même, c'est la date du 30 juin, c'est la date butoir communiquée par le comité de normalisation. On connaît aussi la fin des compétitions. On connaît aussi le club qui va représenter la Côte d'Ivoire en Coupe de la Confédération. Ensuite, à ce niveau-là, moi, je pense qu'on pouvait organiser des barrages pour permettre, je dirais, ce carré d'as-là, avec les deuxièmes de chaque poule, contre les deux clubs qui, normalement, doivent descendre pour fixer... Alors, on arrivera sur cette formule. On va y arriver, hein, justement, rapidement. Message de Giscard Nda qui dit il ne faut pas seulement accepter les décisions lorsque ça nous arrange. L'Africa a opté pour cette décision l'année passée, mais aujourd'hui, même si je ne suis pas pour cette formule, eh bien, il faudrait qu'on l'applique. Alors, attendez, non, s'il vous plaît. Il nous reste 3 minutes dessus, donc on va aller très vite. Est-ce que vous partagez l'avis? Et là, je vais demander d'abord à Balo, parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendu. Est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui militent en faveur des barrages, justement, hein, entre les deuxièmes de la Ligue 2 et les 2 derniers de la Ligue 1? C'est possible. Déjà, il faut dire que ça se fait dans les grands championnats. Mais moi, déjà, je voudrais me prononcer à la base même sur la formule, la base de la formule de l'augmentation des clubs. Moi, ça me gêne, hein, ça me pose un véritable problème parce que déjà, il faut dire que lorsqu'une fédération prend le pouvoir, sa démarche doit être le développement des clubs déjà existants. Il se trouve que les clubs déjà existants ont de gros problèmes structurels et on en rajoute des clubs encore en Ligue 1. Ça, c'est le premier point. Le second point, selon certaines informations, c'est que cette formule-là n'a pas fait l'objet de longs et grands débats à l'Assemblée. Là, ça pose un gros problème démocratique. Et troisièmement, moi, je suis pour ceux qui disent qu'on fait la promotion de la médiocrité. Ce qu'il faut savoir en football, lorsqu'on permet à des équipes de monter, c'est pour récompenser toute une saison, le bon déroulement d'une saison pour ces clubs-là. Et lorsqu'on demande à des clubs de descendre, c'est pour éviter de faire la promotion de la médiocrité. Moi, lorsqu'on me dit qu'on n'a plus de relégation en Ligue 1, pour moi, on fait la promotion véritablement de la médiocrité. On empêche la remise en cause de ces clubs-là pour revenir en force la saison qui suit. Donc ça pose un problème même de développement sportif du championnat, parce que si on maintient des équipes qui n'ont pas le mérite d'être dans cette Ligue 1-là, il va se dire que dans les années qui viennent, on aura des équipes médiocres et le niveau du championnat va en pâtir. D'accord. Alors, justement, cette formule proposée, donc les 2 premiers de Ligue 2 en barrage avec les 2 derniers de Ligue 1, qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi j'ai milité pour cette formule. C'est vraiment ce qui était l'idéal. Mais ça, c'est nous. C'est qui est l'idéal ou c'est qui était? Non, on ne peut même pas dire ça. On peut dire c'est qui est l'idéal. C'est qui était l'idéal pour nous. Mais quand on milite pour ça, les barrages là, est-ce que les barrages, c'est une compétition à part ou bien c'est une compétition qui fait partie de la fin de saison? Parce que la fin de saison finit le 30 juin. Mais vous faites les barrages quand pour faire le 30 juin? Parce que les barrages ne sont pas en dehors de la compétition, ils sont inclus dans la compétition. Vous faites les barrages à quel moment? Deuxièmement. Ensuite, je soulève une question depuis. Je dis, la formule proposée par la fédération, est-ce que le comité exécutif a violé un test de la fédération? Non. Est-ce que le comité exécutif de la fédération a lésé des clubs? Non. Parce qu'il n'y a pas de barrage prévu pour monter en Ligue 1. Ce qui est prévu, c'est que vous avez 2 descentes en Ligue 2 et 2 montées en Ligue 1. Donc il y a un viol. Non, attendez. Non, là, c'est un viol. Ou lequel viol? Là, il y a un viol. Il n'y a pas de descente. Oui, mais parce que... Il n'y a pas de descente. Donc c'est un viol. Oui, mais parce que... Quelqu'un parce que... Oui, mais laisse-moi t'expliquer. 10 secondes. Oui, mais parce que... Il y a une modification qui dit qu'on doit passer à 16. Comme on doit passer à 16, on maintient les 14
et on fait monter deux. Mais c'est une violation, mon cher Stéphane. De quoi? Puisque les textes sont clairs, il doit y avoir relégation. Mais les textes ne dit qu'il n'y a pas de relégation en Ligue 1. Mais les textes ne disent pas non plus qu'il y a barrage. Mais justement, donc il n'y a pas de barrage. Donc si vous décidez que vous respectez les textes, vous les respectez jusqu'au bout. Mais il n'y a pas de barrage non plus. Donc si vous décidez donc pourquoi vous leur imposez des barrages? De respecter les textes, personne ne leur a imposé des barrages. Mais si tout le monde dit barrage. Personne ne leur a imposé des barrages. Il n'y a pas de barrage. Ils ont décidé de manière unique. Vous ne pouvez pas dire que cette décision respecte les textes de la fédération. Elle ne les viole pas. Elle les viole à partir du moment où il n'y a pas de relégation. Elle les viole. Si vous décidez de rester... Mais c'est quoi vous oubliez? Si vous décidez de rester dans le carcan. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle les viole parce que normalement, en appliquant les tests, il doit y avoir des descentes. Il y a deux descentes et deux montées. Maintenant, on trouve la formule. Après, on trouve la formule. De manière exceptionnelle. Pour trouver quelles sont ceux qui vont compléter. Alors maintenant, comme on va sinon, il y a... Mais je vous ai compris. Maintenant, quand on va en Assemblée générale, et quand l'Assemblée générale, on dit on va passer à 16, et que les commissions concernées par les propositions et les mécanismes ne l'ont pas fait, il y a un vide. Qui a dit qu'elles n'ont pas fait ces propositions? Vous les avez? Elles ont fait les propositions. Les propositions étaient dictées. Vous les avez? Elles ont fait les trois propositions. Vous les avez? Vous les avez? Vous les avez? Allez, c'est bon, merci. Non, pas de prolongation. Le mécanisme de proposition. Oh, s'il vous plaît. Oh, messieurs. Et alors? Ah, mais non, c'est bon. Et on n'est que lundi, hein. C'est bon, gardez ça pour demain. Gardez ça. Oh, Roger Stéphane, merci. Allez. On va aller au basket. C'est bon, c'est mieux maintenant. Allez, basketball, fenêtre 3, hein, des éliminatoires Coupe du Monde 2022. Eh bien, parlons-en. Voilà, on est à quelques jours de l'ouverture de cette troisième fenêtre. Et puis, le sélectionneur national de Côte d'Ivoire a officialisé ce lundi son commando. Et ce, à l'issue de la première phase de préparation orchestrée en Tunisie. Avant un savant dosage de cadres et de néophytes, eh bien, le technicien espagnol Nacho Lescano espère faire tout, hein, tout aussi bien que lors de la première fenêtre, marquée par 3 victoires de la Team Orange. Alors, avant tout propos, eh bien, on va découvrir la liste des 12 sélectionnés. Voilà, la liste des 12 sélectionnés. Voilà, nous ne sommes plus au foot. Très content d'annoncer. Très content, voilà, prêtez attention. Vous avez Jean-François Kébé, Bazouman Koné, Assemi Moulari, Maxence Dadier, Joseph Mobio, Eddie Guilandry, Ismaël Sanogo, Vafessa Fofana, Mathieu Costello, Cédric Ba, Amadou Sidibé et Seydou Ima Aboubakar. Voilà. Bon, les 12 élus. Allez, on constate quand même une absence de taille, hein, celle de Nisré Zouzoua. Pas que. Oui. mais lui particulièrement. Même si c'est pas voilà, qui n'est pas là, qui n'est pas dans la liste. Est-ce que vous avez des informations concernant son absence? Oui, il est blessé. Il est blessé, non? Oui, c'est cela. Voilà. C'est pour cause de blessure. Et ça, il va manquer véritablement à l'équipe. Hein. Pour son adresse, déjà, c'est quelqu'un qui est très à l'aise pour les shoots à distance comme à mi-distance. Donc, à ce niveau-là, je pense que au niveau de l'apport des shoots, ça va poser problème. On espère qu'on va pouvoir surmonter cela. Alors, déjà, on peut être un peu confiant, puisque en Angola, il n'était pas présent. Il n'était pas présent en Angola. Ça n'a pas empêché l'équipe ivoirienne. Je dirais pas qu'il n'est pas important. Hein. Il est très important dans le dispositif ivoirien. On l'a vu à l'Afro-Basket. Mais en Angola, il n'était pas présent. Ça n'a pas empêché la Côte d'Ivoire quand même de s'imposer sur les 3 matchs pour la première fenêtre. Donc voilà, je pense que le groupe est assez solide. Alors, d'autres absences sont à noter. Stéphane Konaté et puis Solo Diabaté également, donc qui ne seront pas là, qui manquent à l'appel pour des raisons médicales. Et puis, donc médicales pour Stéphane Konaté et puis des obligations contractuelles pour Solo Diabaté, donc qui a été retenu par son club. Est-ce que ça peut constituer un gros handicap quand même pour la sélection ivoirienne? Oui, quand même. Konaté, Stéphane, c'est connu. Le meilleur joueur de la saison au plan local qui porte... et qui a encore porté cette équipe de l'ABC cette saison. Mais il est blessé, je crois. Konaté est blessé. Et puis, Souleymane Diabaté, qui n'a pas été libéré par son club, je crois, du côté de la Libye. Mais quand même, le groupe qui a été retenu à l'issue du stage, qui s'est fait du côté de la Tunisie. Et c'est vrai qu'on a ces deux, mais il y a quand même, sur le dernier Afro-Basket, il y a 6 absences sur le dernier Afro-Basket. Vous avez Konaté qui n'est pas là, Penda qui n'est pas là, Bali qui n'est pas là, Zouzoua, Diabaté et Kwasi. Ça fait beaucoup. Donc j'ai le sentiment qu'on a quasiment... une nouvelle équipe depuis l'Afro-Basket de 2021. Il y a 6 joueurs absents, il en reste 6, donc on a une nouvelle équipe, bon, avec quelques joueurs, quelques cadres importants qui sont là, donc Costello, ça rassure, mais oui, il y a des absences importantes.
Mais enfin bref, connaissant les adversaires et les premiers résultats réalisés par les éléphants sur les premières fenêtres, bon, on peut espérer que notre sélection nationale pourra s'en sortir dans ces éliminatoires. D'accord. Oui, allez-y, Oui, Gallo. au niveau de l'handicap, moi j'aime beaucoup m'appesantir sur l'apport de ces joueurs-là. Il faut faire remarquer que Stéphane Konaté, au-delà même d'être un très très bon joueur, était d'un apport considérable défensivement durant l'Afro-Basket. Et il a su aussi sortir des shoots importants. En ce qui concerne Solo Diabaté, je pense qu'il avait toujours cette valeur ajoutée au niveau des pénétrations. Et je pense que le fait de constater son absence, ça peut créer quelques problèmes au niveau de ces compartiments-là. Même si ce n'est pas irréversible, il faut le préciser. D'accord. Bon, quand on regarde un petit peu les matchs amicaux qu'ils ont eu à jouer en Tunisie, est-ce que vous avez l'impression que les éléphants sont suffisamment armés justement pour cette troisième fenêtre? Est-ce qu'ils sont suffisamment armés? Je ne pense pas, parce que enfin, c'était la Tunisie, défaite face à la meilleure équipe championne d'Afrique africaine. Donc voilà, mais déjà en y allant, le coach savait très bien l'objectif de sa mission, voir à quel niveau il fallait renforcer son équipe. Et je pense qu'avec ces défaites, d'ailleurs, bon, on a eu une victoire face au U23, mais avec... C'était pas des grosses défaites non plus. Oui, c'est pas des grosses défaites, mais quand même, ça va permettre à l'entraîneur de 80-67. De gommer. 80-67. Sur le dernier match. 73-64. Bon, dans tous les cas, ce sont des défaites, mais seulement... De gommer quand même voilà, ce qui doit être gommé pour mieux aborder ces matchs à venir. Mais en ce qui concerne les absences, déjà, pour Solo Diabaté, quand même, c'est un pion essentiel de l'équipe. Mais son absence va permettre peut-être à un joueur comme Bazoumana qui vient d'arriver de se mettre en exergue, puisqu'il joue le même poste, c'est un meneur, mais un meneur un peu plus différent de Solo Diabaté, par la taille et surtout par la manière de jouer. Donc peut-être ça sera aussi l'occasion pour le coach d'essayer un autre joueur à la place de Solo Diabaté. On n'oublie pas que Solo Diabaté est vers la fin que le début de sa carrière. Donc il faut quand même déjà penser à le remplacer. Et peut-être c'est l'occasion qui est donnée là au sélectionneur de penser peut-être à un deuxième Solo Diabaté. Alors, lors de cette fenêtre qui se jouera vendredi, samedi et dimanche prochain, donc 1er, 2 et 3 juillet, la Côte d'Ivoire affrontera successivement l'Angola, la Guinée et la République centrafricaine, donc au Palais des Sports de Treichville. Qu'est-ce que vous pensez de cet ordre? Vous pensez que c'est favorable pour nous ou pas? Non, moi, le calendrier ne me gêne pas du tout. On pense que c'est bien. Le calendrier ne me gêne pas, sur les mêmes adversaires. Je crois que dans la poule, après la première fenêtre, la Côte d'Ivoire est première, avec 6 points, 3 victoires. On a battu ces équipes-là. L'Angola est deuxième, la Guinée est troisième, la Centrafrique est quatrième. On a déjà battu ces équipes-là. Donc l'ordre n'est pas un vrai problème. Seulement, le seul truc, c'est aujourd'hui, sur les cadres qui restent dans l'équipe, parce qu'il y a quelques-uns qui sont là. Non, restons sur l'ordre. Oui, j'ai dit l'ordre n'est pas gênant du tout. C'est de gagner match après match, gagner, s'imposer. C'est les équipes qu'on a déjà battues. On domine la poule, on a 6 points, 3 victoires. On n'est pas en difficulté. On a des cadres qui sont contents dans l'équipe. C'est bien de commencer par l'Angola. C'est bien de commencer par l'Angola, c'est l'ogre après la Côte d'Ivoire dans notre poule. Donc actuellement, il y a un maximum d'énergie. Donc il faut affronter tout de suite l'Angola. Et puis derrière, si on réussit à battre les Angolais, il n'y a pas de jour de récupération. Moi, j'aurais préféré l'Angola en dernier lieu. Parce que c'est vrai qu'on a les armes pour faire face à cette équipe d'Angola, mais s'il y a toujours une éventualité de défaite, ça peut faire mal pour les autres rencontres. Donc moi, j'aurais préféré, même s'il faut gagner, même s'il faut prendre tous les matchs comme ils viennent, moi, j'aurais préféré l'Angola en dernier lieu, sincèrement. Prendre tous les matchs comme ils viennent. J'aimerais savoir, la Côte d'Ivoire au stade où elle est aujourd'hui avec cette équipe, elle devrait créer un adversaire? Non, pas du tout, c'est pas ce qu'on dit, mais... La défaite reste une éventualité, même s'ils ont les outils. L'Angola, ça reste quand même un gros morceau, on va pas se le cacher. Ça reste un gros morceau, mais au ranking de ces éliminatoires, la Côte d'Ivoire est première quand même, première nation africaine. C'est pas rien. Avec un effectif qui est autre que celui-là. Mais je regarde l'effectif de l'Angola aussi, je vois quand même que c'est un effectif qui ne fait pas peur. Moraïs aujourd'hui, il est très âgé. J'ai voulu donner les cadres qui sont restés. Vous m'avez interrompu. La grosse équipe de l'Angola. Costello, Vavessa, Beke, Dadier. C'est important. Vous avez 2 qui font leur retour, qui étaient présents sur la dernière fenêtre, et quelques-uns qui ont participé à 2 compétitions. Donc c'est vrai qu'il y a 6 qui sont partis, mais ceux qui arrivent ont déjà joué avec cette équipe des éléphants, ont déjà participé à des matchs avec cette équipe des éléphants. Donc c'est un peu un retour en sélection pour les 6 qui arrivent, qui remplacent un peu ceux qui ne sont pas là en ce moment. Donc vraiment, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Nous, on est vice-champion d'Afrique. En plus, on vient de faire 2 matchs importants face à une grosse équipe tunisienne. Je pense qu'on est en compétition, on est à domicile. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas un bon tournoi face à l'Angola, la Guinée, c'est pas Roger Stéphane qui
il y a 5 minutes, disait que le fait qu'on ait une équipe complètement différente de celle de l'Afro-Basket. Bon, il a oublié. Il a oublié, ça doit être ça. Merci beaucoup. Allez, on rappelle que cette fenêtre se jouera donc vendredi, samedi et dimanche du côté du Palais des Sports de Trècheville. Donc, il faudra aller très nombreux à soutenir nos éléphants basketteurs. Ils en ont besoin de nous tous. Voilà. Allez, ainsi s'achève notre premier numéro de la semaine de la Grande Team. Et ben voilà, on se retrouvera demain soir pour encore 90 belles minutes à passer ensemble. Et ben, passez une excellente soirée. Allez, on vous aime, on vous embrasse. Ciao, ciao.